Hors cadre. Le podcast qui vous parle d'artistes ayant exposé au centre d'exposition Yvonne L. Bombardier avec la journaliste et artiste Mélanie Noël ainsi qu'André Bilodeau, ancienne chargée de projet de l'établissement. Bonjour tout le monde, bienvenue à Hors cadre. Merci d'être à l'écoute. Notre invitée aujourd'hui est Ariane Clément qui a exposé au centre d'exposition en 2021. Ariane est une photographe estrienne qui s'interroge sur le vieillissement. Au travers de photos de style boudoir et nu, accompagnées de témoignages écrits, elle met en lumière la diversité des corps et la sexualité des personnes âgées. Bon podcast! Bienvenue au balado, Ariane Clément. On est contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. Allô, ça va bien? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Tout le plaisir est pour nous. Donc, la série de photographies que tu exposes ici en ce moment représente des corps de personnes âgées entre 53 et 103 ans, accompagnés de textes qui sont en fait le témoignage de ces modèles-là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as fait le choix de t'intéresser plutôt aux personnes âgées et le choix de les poser souvent dénudées? C'est une longue histoire, là. Ça s'est développé sur plusieurs années. J'ai commencé autour de 2014 à faire des projets de photos avec les personnes âgées, mais c'était pas du tout nécessairement dénudé, là, juste que je travaillais avec ces personnes-là. Puis j'ai vu qu'il y avait qu'il y avait une belle réception, que les gens avaient envie de voir plus de personnes âgées dans les médias. Et donc, j'ai enchaîné les projets qui portaient sur nos aînés. Puis, à un moment donné, on m'a fait une commande pour une petite exposition à Upton de monter une série sur les femmes précisément. Et puis, j'avais eu... en fait, je recule. Le projet que j'avais fait avant, c'était un projet qui s'appelait 100 ans, âge de beauté. Et c'était une série photo faite avec des femmes centenaires qui portaient sur les rituels de beauté. Quand j'ai fait ce projet-là, j'ai rencontré la belle Marie-Berthe. Et elle était très, très, très coquette et vraiment à l'aise devant la caméra. Puis elle se sentait super sexy. Fait qu'avec elle, comme j'ai profité un peu de sa personnalité, puis son extravagance, tout ça, pour faire des photos un petit peu plus osées, un petit peu plus sexy, de type boudoir. Et puis, ça, c'était pour 100 ans, âge de beauté. Ensuite, quand on m'a demandé de faire le projet qui portait sur les femmes, j'avais, avec Marie-Berthe, l'expérience que j'avais eue, ça avait allumé une étincelle. Puis je me suis dit, ça serait le fun de faire une série de boudoirs. Carrément boudoir avec des personnes, des femmes âgées. Et là, c'est pour ça que j'ai fait un appel à tous, puis que j'ai rencontré des femmes à travers le Québec pour ce projet-là précisément. Éventuellement, l'année suivante, j'ai rencontré des hommes. Et puis, récemment, j'ai rencontré des membres de la communauté LGBTQ pour encore ce projet-là. Mais c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, puis ça m'en amène d'autres. C'est ça, le fait de se dénuder de façon complète ou partielle, ça amène une espèce de vulnérabilité. Est-ce que c'est difficile? Est-ce que les gens, t'as-tu eu beaucoup de volontaires quand tu as fait ton appel à tous, tout ça? Quand j'ai fait le premier appel à tous, j'ai eu très peu de volontaires. Pour ne pas dire presque pas du tout. Alors, j'ai demandé à une de mes amies qui s'appelait Christine, qui avait 87 ans, si elle voulait faire un shooting coquin avec son mari qui avait 101 ans, Paul. Et puis, elle a hésité un petit peu parce qu'elle avait peur de ce que sa sœur allait penser. Puis, elle a demandé à son mari. Son mari a dit « OK, oui, on le fait ». Fait qu'on a fait une séance photo avec les moyens du bord. On a pris des rideaux, une nappe de table pour les couvrir, tout ça. Puis il y a une de ces photos-là où on voit, moi, c'est comme une photo en plongée. Je suis au-dessus d'eux, ils sont couchés dans un lit, puis ils se regardent et ils rient. Donc, cette photo-là, je l'ai mise sur Facebook le jour même et elle est devenue virale. Et c'est parce que cette photo-là est devenue virale que j'ai eu plein de modèles à travers le Québec. J'en aurais même eu en France, en Europe, un peu partout, si j'avais eu les moyens de me rendre, parce que là, la photo s'est promenée partout. Puis là, les femmes, à l'époque, je travaillais avec des femmes, disaient, oui, moi, je veux participer à ce projet-là. Je pense que c'est important qu'on montre que les femmes, on n'est pas fini, que notre sexualité n'est pas finie. Après 70 ans, le projet portait sur les 70+. Fait que c'est comme ça. Là, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de volontaires à cause de cette photo-là qui a fait vraiment le tour du monde. Moi, j'aimerais ça revenir au début. Quand tu as décidé de faire la série avec les centenaires, là,
J'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu autant de personnes centenaires, parce que je vois que c'est quand même assez près là, dans la région. T'as pas eu besoin d'aller chercher très loin. C'est sûr qu'avec la médecine, aujourd'hui, on vit plus vieux, mais comment tu as fait pour penser qu'il y aurait assez de gens centenaires pour être capable de faire un projet? Je me souviens pas. Je m'étais pas posé la question à savoir si je trouverais assez de centenaires. J'avais fait un appel à tous, il me semble, dans la Voix de l'Est ou en tout cas dans un journal local à Granby. Et puis, les gens ont levé la main, tout simplement. C'est wow quand même, parce que tu en avais plusieurs là, qui étaient... Mais je sais qu'il y en a de plus en plus. Là. Je ne peux pas vous sortir les statistiques là, parce que ça fait longtemps ce projet-là, mais à chaque année, il y a plus de centenaires, il y a plus de centenaires, il y a plus de centenaires parce que l'espérance de vie augmente. As-tu encore des demandes de ces gens-là ou... Ça arrive que des gens me contactent, me disent, pas les centenaires eux-mêmes, c'est souvent les enfants qui vont me contacter parce qu'ils sont très fiers que leurs parents aient atteint 100 ans, puis qui vont me dire, j'aimerais savoir un shooting avec ma mère, mon père, ça arrive encore, oui. Que je sois associée aux centenaires, là. Le rapport avec la beauté, la sensualité et la sexualité est exprimé dans les courts témoignages. Peux-tu nous dire, premièrement, est-ce que le volet témoignage est aussi important que la photo? Qu'est-ce qui amène? Puis comment tu arrives à avoir les confidences comme ça des gens sur leur intimité? Oui, je pense que le volet témoignage est aussi important que la photo, sinon plus, parce que c'est ce que eux ont à dire sur leur sexualité, leur sensualité, sur comment ils vivent la vieillesse. Puis c'est comme l'essentiel de ce qu'on dit. Puis sinon, moi, j'essaie de les représenter d'une façon où, disons, j'essaie de les représenter comme eux ont envie d'être représentés. Fait qu'on travaille en collaboration. Puis pour avoir des témoignages plus approfondis, mais ça demande du temps. Ça demande simplement de passer plus de temps que peut-être si tu rencontres un modèle, tu le vois pendant 1 heure, tu t'en vas, c'est fini. Mais là, c'est plutôt souvent des relations qui se développent sur plusieurs jours, plusieurs mois, même il y en a plusieurs années, tu sais. Donc, il y a même des entrevues, des rencontres planifiées avant la séance photo, pas nécessairement la même journée. Tu entretiens une relation avec le modèle avant de... Souvent, c'est pas toujours possible. Il y a toutes sortes de situations, tu sais. Mais disons, dans le contexte idéal, oui, c'est que j'ai une relation avec la personne, qu'on discute auparavant, avant que je sorte mon appareil photo. Là, ça peut être 1 rencontre, 2 rencontres, 3 rencontres où on discute de la vie de la personne, de comment la personne a envie d'être représentée, de l'amour, la longévité, la sexualité, etc. Ça, c'est l'idéal. Mais c'est pas toujours possible. Il y en a des fois, c'est plus... On a juste très, très peu de temps, puis on fait avec. T'sais. Fait qu'il y a... Tout est possible, mais ce que je préfère, c'est d'avoir vraiment du temps. T'es beaucoup dans l'écoute, j'imagine, puis les gens... Ils finissent par se confier ou tu poses-tu des questions? Oui, je pose des questions, puis je dirais qu'en général, les gens se livrent assez facilement. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas l'habitude d'être écoutés tant que ça. Penses-tu que ça fait mentir ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie sexuelle en vieillissant ou que ça s'éteint en vieillissant? Ou, Complètement. C'est l'essentiel du message que mes modèles... passe, là, de dire, écoute, il y en a qui ont une sexualité encore plus excitante aujourd'hui que jamais parce qu'on se connaît mieux, parce que toutes sortes de raisons. Mais je pense que la plupart des gens que j'ai photographiés, c'était l'essentiel de leur message de dire la sexualité, ça finit jamais. Ça meurt pas, il faut l'entretenir. Oui, il faut la nourrir, mais ça continue. Tu sais, tu touches à toutes sortes d'univers, là, tu sais, surtout avec le LGBTQ. Tu es allé ailleurs aussi, puis tout ça, tu sais, c'est comme Chloé qui subit une grosse intervention à 67 ans, c'est quand même pas rien, là, tu sais, puis tu sais, t'as comme un Gérald qui toute sa vie s'est cherché, finalement, là, dans sa sexualité, puis tout ça. Fait que c'est quand même un autre volet, tu sais, t'as le volet des gens qui sont à l'aise avec leur sexualité, même en vieillissant. Puis tu as tout ce volet-là aussi des gens qui vieillissent avec le sentiment qu'ils n'ont peut-être jamais été compris, qui n'ont jamais été entendus. C'est vraiment des réalités qui sont complètement différentes, qui sont dérangeantes pour eux dans leur vie. Ça chemine toujours, puis ça s'en va toujours de plus en plus loin, ce projet-là. T'as-tu un autre aller, une suite qui va s'en venir par rapport à ça? Ou?
Je pense que ce que je voudrais peut-être compléter, parce que le projet LGBTQ et le projet des Amazones, donc des femmes, des survivantes du cancer du sein, ça a été très précipité parce que j'ai juste eu le mois d'août pour le faire parce qu'avant ça, on était confinés. Les aînés étaient confinés. Là, il fallait que je sois prête ici pour septembre. Fait que ça a été comme vraiment garoché ben raide, là, tu sais, tous les shootings, transcrire les entrevues, éditer les photos, faire les choix, tout ça. Fait que ça, j'aimerais ça, peut-être au courant de l'année prochaine, m'asseoir, réviser un peu ce que j'ai fait, aller vers d'autres personnes pour compléter un peu le côté LGBT, pour compléter... L'approfondir. Pour approfondir. Puis, ce que je voudrais, là, peut-être que je rêve en couleur, en noir et blanc, ce serait lancer, peut-être à ce temps-ci, l'année prochaine, un livre, L'art de vieillir. Fait que ça serait, le livre, pour moi, ça serait un peu comme on ferme, le projet est terminé. Ça serait la conclusion de tout ça. Oui, tout à fait. Comme le projet avec les Amazones, les femmes avaient tellement de choses à dire. Il y en avait tellement. Puis tu sais, j'avais pas assez d'espace ici au centre culturel pour vraiment les mettre en valeur, pour écrire des très grands textes. Puis, tu sais, elles auraient voulu, c'est ça, aller vraiment en profondeur dans ce qu'elles avaient raconté. Fait que là, je trouvais que j'étais un peu serrée. Fait que j'aimerais ça de leur donner plus d'espace. Le livre va permettre ça. Oui, exactement. Il y a une des Amazones qui était déjà dans un projet antérieur. Oui. Mais cette femme-là, moi, j'ai cru comprendre qu'elle était comme un peu... C'est comme du soutien qu'ils font entre elles. Mais les quatre se connaissaient ou... C'est Marilyn, là, elle s'appelle Marilyn, que j'avais photographiée pour la première série L'art de vieillir. Et c'est elle qui m'a demandé si je voulais faire une série sur les survivantes du cancer du sein, puisqu'elle était survivante. Et elle avait un groupe de femmes qui se soutiennent à travers les traitements. Puis Donc, c'est elle, oui, c'était ses amis, finalement. OK. C'était ses amis, c'est elle qui a... C'était son idée, c'était un peu un projet qu'on a fait en collaboration, mais c'est l'instigatrice de cette série-là. Peux-tu nous parler un peu de la beauté qu'il y a dans les rondeurs, les rides, les peaux qui tombent doucement? Je trouve que on met pas assez en valeur... les vraies personnes, tu sais, c'est ça qui est dommage. On voit beaucoup sur les réseaux sociaux ou dans les films, on est bombardé d'images truquées qui représentent des personnes qui n'existent pas, là, puis souvent très, très jeunes. Puis je pense que c'est important aussi de montrer une diversité puis de mettre en valeur le fait qu'il y a d'autres choses, vraiment beaucoup d'autres choses. Fait que je pense que si on est petit, grand, roux, rond, mince, il faut qu'on soit représenté puis qu'on... le défi, c'est de s'accepter comme on est. On peut pas se changer. Mm-hmm. Alors, je pense que c'est vraiment important qu'on voit autre chose. Moi, quand je vois des choses sur Instagram, par exemple, il y a de plus en plus de body positive, là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ça me fait vraiment du bien, tu sais, comme femme, de voir, OK, il y a autre chose. Là, puis de plus en plus, on montre les vergetures, on montre les seins qui tombent ou qui ont différentes formes, ou même chose, les pénis. Ou, tu sais, je pense que c'est important c'est ça, comme je disais, que tout le monde soit représenté, puis qu'on admire toutes les formes de beauté. C'est ça, tes photos ressemblent plus, il y a une signature documentaire plus que fiction, là, qu'on pourrait dire. On voit plus pas, avec les filtres, puis tout ça qu'on voit dans les publicités. Là, c'est ça, c'est dans les cinémas, souvent, les filles ont 20 ans, ils personnifient des personnages de 35 ans. Oui. On va plus dans l'inverse. Toi, c'est plus près de la vérité, dans le fond. Mais en plus, je trouve que, tu parlais de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les films ou tout ça. La femme a été beaucoup plus représentée aussi que l'homme. Tu sais, là, en quelque part, on se cachera pas que les seins, les fesses, on en voit quand même beaucoup. Mais tu sais, quand c'est pour le côté homme, c'est plus, on dirait que c'est plus caché, puis tout ça. Trouves-tu ça difficile de les convaincre à se dénuder ou ça vient tout seul, c'est dans le projet, puis d'avance, ils sont déjà partants pour ça? Quand je les approche, je leur demande. Dans la série, c'est soit du nu, du boudoir, sexy, tout ça. Donc, je veux que tu te sentes complètement à l'aise. Si t'es pas à l'aise d'être nu, t'es pas à l'aise, il n'y a aucun problème. Si t'es à l'aise, fait que c'est ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Il y en a qui sont super relax, là, qui ont vraiment aucun problème avec ça. Il y en a qui sont plus pudiques, puis c'est correct aussi. Mm-hmm. Mais je pense pas que les hommes soient plus pudiques que les femmes. Ça dépend vraiment des personnes. Penses-tu que
les personnes qui le font, je l'ai vu dans les commentaires qu'il y a, on dirait qu'ils en sortent toutes grandies. Après l'expérience, ils sont toutes contents de l'avoir faite. On dirait que ça leur a vraiment apporté un plus dans leur vie. Je sais pas si c'est vrai, mais ça fait plaisir à entendre. C'est ça qui ressort des témoignages, en tout cas, comment ils sont fiers. Puis, Mais c'est ça, il y a même la Mélodie. Mélodie a dit, une de tes modèles, cette séance photo a été l'un des moments les plus uniques de ma vie. Oui, c'est vrai. Fait que j'ai l'impression que c'est mémorable comme expérience pour des modèles qui sont pas des modèles professionnels. Fait que c'est comme une étape importante. Ça les sort en dehors de leur zone de confort, j'imagine. Ça doit les faire sentir vivants. T'as-tu beaucoup de commentaires comme ça ou c'est plus comme... Ben quand même, c'est-à-dire, les gens vivent l'expérience à leur façon, mais c'est vrai que ça arrive assez souvent qu'il y a vraiment une chimie qui opère, puis on vit un moment magique, puis une complicité incroyable, puis que les gens me remercient ou pleurent ou sont vraiment contents. Mais ça arrive aussi que des gens... Je pense à une madame que j'avais photographiée. Quand elle a vu les photos, elle a dit « Oh non, il n'y en a pas question, tu ne montres pas ça. » Fait que j'ai pas pu comme, montrer les photos parce que elle se trouvait pas belle puis elle était pas satisfaite. Fait que tout peut arriver, là, encore une fois. Mais c'est sûr que quand les modèles vivent une belle expérience puis qu'ils sont contents puis sont fiers de montrer les photos puis sont fiers de passer dans des magazines ou des journaux, mais ça fait vraiment, vraiment plaisir. Là. C'est comme Mais ça doit te faire tellement autant de bien à toi, finalement, de voir le bien que tu leur apportes à eux. Oui. Dans cette démarche-là, ça fait-tu, toi, penser au fait que toi aussi, tu vieillis, puis tu penses-tu que ça va changer ta façon de voir ta vieillesse à toi? 100%. Oui? 100%. C'est sûr et certain que depuis que j'ai entrepris cette démarche-là avec les personnes âgées, j'ai trouvé de nombreux modèles pour m'aider, moi, à passer à travers toutes les transformations, puis le vieillissement, des émules, des gens qui me montrent, oui, tu peux être extrêmement épanoui, oui, tu peux te sentir belle, non, t'es pas obligé d'avoir honte, fait que ça m'aide à être vraiment en paix avec mon propre vieillissement. As-tu eu déjà des problèmes avec ton acceptation de toi quand tu étais jeune? Ou Oui, beaucoup. Moi, je mesure 6 pieds. Fait que j'ai toujours été la grande de la classe, plus grande que les garçons. La dernière dans le rang. J'ai toujours été, disons, gênée d'être grande. J'aimais pas mes cheveux. Je trouvais que mes cheveux étaient crépus. J'aimais pas ci, j'aimais pas ça. Là, oui, tout à fait. Je pense comme la plupart des jeunes, des femmes, on se compare puis on se dénigre. Puis aujourd'hui, dirais-tu que tu es bien dans ta peau ou c'est un travail continuel? C'est un travail continuel, mais de mieux en mieux, définitivement. J'ai lu dans ta bio que tu avais été journaliste au Nunavut. Peux-tu nous en parler un peu de ton expérience? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience de travail-là? Bien, c'est vraiment un hasard de la vie parce que moi, je venais de finir un baccalauréat en arts visuels. Fait qu'on s'entend que je m'enlignais pas pour être journaliste. Puis, j'ai atterri au Nunavut parce qu'à l'époque, ma mère habitait là. Et on m'a offert un travail à l'Association des francophones du Nunavut pour être journaliste et aussi photojournaliste. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la photo. J'avais fait de la photo aussi pour le journal étudiant à l'UQAM. Mais pour faire la photo, il fallait que je fasse aussi, que j'écrive des articles. Fait que je détestais ça, mais j'ai quand même pris l'emploi puis je l'ai fait pendant environ 1 an. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris à aller vers les gens. J'ai appris l'anglais parce que je débarquais dans un territoire anglophone et inuktitut. J'ai appris aussi parce que je travaillais avec les Inuits que le Canada, c'est pas toujours tout beau, tout parfait. J'étais quand même très, très surprise d'atterrir dans un endroit où il y avait autant de détresse et de problèmes sociaux, puis de dire, mais ça peut pas être au Canada, chez nous. C'est impensable, fait que ça a été une grande réalisation, ça aussi. J'ai appris tant bien que mal à écrire. J'ai jamais aimé ça, par exemple. Ça a toujours été extrêmement douloureux. Moi, ce que j'aimais, c'était faire la photo. Okay. Aller vers les gens puis faire les photos, mais il fallait quand même que j'apprenne à écrire et puis que j'apprenne à poser des questions. Je me souviens, ma première entrevue, c'était avec le premier ministre là-bas. J'étais tellement nerveuse, j'étais tellement pas préparée pour ce genre d'expérience-là, mais en tout cas, on passe à travers, puis à un moment donné, on devient plus habitué à rencontrer toutes sortes de personnes, puis
Bon, ça m'a... Pour la suite, c'est ça aussi qui m'a donné envie de cette expérience-là comme photojournaliste, d'aller faire ma maîtrise ensuite en photodocumentaire et journalistique. Ma maîtrise, je l'ai faite à Londres. Donc, c'est aussi parce que j'ai habité au Nunavut que j'ai appris l'anglais puis j'ai pu faire une maîtrise en langue. Ça m'a apporté beaucoup, oui. Puis peut-être de là aussi, c'est ça l'importance aujourd'hui que tu as encore le volet de témoignage, là, de raconter l'histoire du corps de la personne, comme de pas juste prendre en photo, mais d'aller plus loin dans les mots, même si probablement, oui. Le fait de prendre tes photos dans avec la lumière naturelle, l'éclairage naturel ou un décor naturel, pourquoi ce choix-là? Je pense que ça a commencé, c'était simplement pratique parce que quand j'étais journaliste au Nunavut, tu sais, on arrive à la conférence de presse où il y a un événement culturel ou un show, tout ça, tu sais, tu vas avec ce qui est là, avec la lumière qui est là, tu sais, il y a rien, il y a pas de lumière artificielle, il n'y a pas de setup, fait que tu apprends à te débrouiller toujours avec ce qu'il y a là. Puis ensuite, quand j'ai fait ma maîtrise, c'était une maîtrise où on devait beaucoup se déplacer à travers le monde, faire des reportages. Encore une fois, j'avais juste la majeure partie de ma maîtrise, j'étais en Amazonie. J'avais juste mon petit pack-sac, mon appareil photo. Fait que j'avais pas la possibilité de faire beaucoup de mise en scène, tu sais, de décors de studio. Fait que j'ai toujours été en lumière naturelle. Fait que c'est simplement, je pense que c'est comme ça que j'ai appris à faire de la photo. J'ai jamais appris à travailler avec des flashs ou avec... fait que c'est venu comme ça, mais je pense que c'est plus pour des raisons pratiques que théoriques. Ton choix du noir et blanc, ça vient comment dans ta carrière? Ben, j'ai commencé à faire de la photo quand j'étais au bac en arts visuels. Et on développait en chambre noire. Fait que on travaillait toujours avec la pellicule noir et blanc, puis développait en chambre noire les photos en noir et blanc. Fait que j'ai appris comme ça, tout simplement. Puis quand je suis arrivée en maîtrise, bien, évidemment, on avait on était passé au numérique. Fait que on avait le choix de faire en couleur, mais c'est mes profs qui me disaient... tes projets en couleur sont moins bons. T'es une photographe de noir et blanc. C'est comme le noir et blanc, ta force pousse le noir et blanc. Fait que j'ai été encouragée à continuer dans le noir et blanc et j'ai jamais, dans le fond, upgradé à la couleur. Dans tes projets futurs, c'est sûr que là, tu travailles un peu avec les marginaux, ou avec ceux les oubliés un peu, finalement, ou les mis de côté, on pourrait dire. Si tu avais une prochaine série à faire, ça serait avec quel genre de personnes que tu penserais t'enligner? Je pense à... j'ai comme une idée, mais on va voir ce que ça donne, mais j'aimerais énormément faire une installation, plutôt de genre une installation photo dans la ville extérieure avec les enfants de Duplessis qui, aujourd'hui, ont dans les 70-80... c'est des gens... J'ai eu la chance de rencontrer quelques enfants du Duplessis quand je faisais du bénévolat dans une soupe populaire à Montréal. Et il y a 3 enfants du Duplessis qui m'ont raconté leur histoire. J'ai été vraiment énormément touchée. Fait qu'après, j'ai été rencontrer un organisme qui s'occupe de ces gens-là. Puis ensuite, il y a eu la pandémie, puis il y a eu plein de choses. Fait que là, c'est resté comme en plan, mais j'aimerais vraiment beaucoup le faire, ce projet-là. Puis le faire rapidement parce que le temps passe, puis que plus le temps passe, bien moins on a d'enfants du Duplessis qui sont là pour témoigner. Mais j'aimerais beaucoup faire peut-être une espèce de projet en lien avec les réconciliations, peut-être justement une installation dans une église ou sur une église, ou pour parler de cette histoire-là qui a été très, très reliée à la politique à l'église. C'est encore d'actualité avec les Autochtones, d'ailleurs. Oui. Puis dans les témoignages des 3 que tu as déjà rencontrés, qu'est-ce qui ressortait? De la colère ou de la résignation ou du désespoir? Je dirais du désespoir. Quand même un peu de résilience, mais je pense aux gars que j'ai rencontrés. Ils étaient encore... c'est-à-dire, je trouve pas le mot. En tout cas, disons que pour eux, ça a été terriblement traumatisant. Leur expérience a été victime de toutes sortes d'abus, mais vraiment de toutes sortes d'abus. Là, je pense à psychologique, physique, sexuel. Ils ont vu leurs amis être victimes d'abus. Ils m'ont parlé d'enfants qui sont morts puis qui ont été cachés alors qu'eux, ils étaient là. Ensuite, ils sont sortis des institutions complètement démunis, incapables d'avoir du travail, incapables d'avoir des rapports humains sains parce qu'ils n'ont pas appris. Donc, c'est des gens qui sont dans la rue ou toujours à peu près à moitié dans la rue, pas dans la rue, mais qui
qui ont eu une vie très, très, très difficile, qui n'ont pas appris à lire et écrire. Imaginez-vous comment on peut survivre dans une société sans avoir même la base, comment on peut aller chercher des ressources. Tu sais, ça a été très difficile. Puis ce que j'ai trouvé aussi choquant, puis qu'eux avaient trouvé choquant, c'est qu'ils ont eu un dédommagement il y a quelques années, là, je ne sais plus, c'est 10-15 ans, mais les enfants du Plessis ont eu un dédommagement, si je me souviens bien, de 15 000 $. Mais tu sais, 15 000 $ pour une vie entière, ratée, des viols, des abus de toutes les sortes. 15 000 $. C'est rien. C'est rien. Parce que c'est ça, même ceux qui ont survécu, c'est vraiment, ils se sont fait voler leur vie, là, parce que les conséquences sont encore... Ils les vivent encore aujourd'hui. Tout à fait. Puis le 15 000 $ vient comme avec une signature là, qui dit on n'a plus le droit de redemander de l'argent, ni au Collège des médecins, ni au gouvernement, ni à l'Église. Fait que c'est comme si bon, ben 15 000 $, puis on n'a plus aucune... On s'en lave les mains. Oui, c'est ça. Fait que là, je suis pas 100% certaine des nombres, des chiffres que je vous dis, tout ça, là, parce que j'ai pas encore approfondi, fait que je veux pas me mettre le pied dans la bouche. Là, mais je sais que c'est tout... Le mot que je cherchais, c'est révolté. Ils étaient encore révoltés, puis moi, d'entendre leur histoire, ben moi aussi, je me suis sentie révoltée. Oui. Puis, tu pratiques-tu d'autres sortes d'art que la photographie? Ben, quand même, je fais de la peinture. C'est pas... C'est-à-dire, je le dis sans prétention, mais chez nous, on a une petite forêt derrière la maison et puis avec la fille de mon chum et mon chum, on a décidé de créer une forêt enchantée. Fait qu'on peinture des roches, des bouts de bois, on peinture tout ce qu'on peut peinturer là, ces temps-ci, mais c'est plutôt de la décoration que de l'art, on va dire. Puis, à part là, ton projet avec les enfants du Plessis, y a-tu une personne ou quelque chose que tu rêverais de photographier, là, si on te donnait la possibilité? Là? Sérieusement, j'ai manqué ma chance avec Leonard Cohen. Là. Ah! J'aurais tellement aimé ça le photographier, mais écoute, il est décédé avant que... J'avais fait quelques mais t'avais-tu fait des démarches? Oui, failli? OK. J'avais fait quelques démarches. C'est mon idole, c'est pour ça que je m'exclame. Ah, ben moi aussi. OK. mais j'ai jamais eu de retour. OK. Et puis, éventuellement, il est décédé. Là, je me suis asseyée. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de contacter le beau Armand Vaillancourt. Il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non. Fait que là, je le lâcherai pas. Je le trouve tellement beau, ce monsieur-là. Oui. Une beauté. Puis quand j'étais petite, il était venu dans mon village faire un happening avec Serge Lemoine, l'artiste Serge Lemoine. Et moi, je sais pas quel âge j'avais peut-être 7-8 ans, puis je faisais de la peinture avec lui, puis je le voyais, puis dans ma tête, c'était Dieu. Dieu, c'était lui. Oui. Dieu devait être exactement ce monsieur-là. Tu as écrit ça quand tu l'as contacté? Je voulais pas. T'aurais dit. Je dit oui là-dessus. Je vais essayer, mais enfin, j'espère. D'ailleurs, je suis supposée de le relancer là, à ce sujet éminemment. Toi, tu as parlé que tu avais fait de la photo pour le journal étudiant. Depuis quand que tu t'intéresses à la photo? Enfant, savais-tu déjà que tu allais être photographe? Tu rêvais-tu ou à quoi tu rêvais sinon enfant? Ça a commencé au cégep. OK. Mon plaisir à faire de la photo. Là, au cégep, j'ai découvert la chambre noire. J'avais un cours d'initiation à la photo. On avait fait du portrait. Enfant, non, mais je voulais être, pas photographe, je n'avais pas pensé, mais je voulais être artiste. Je rêvais d'être artiste. Je faisais de la peinture, du dessin, de la sculpture. J'étais très bonne dans ces matières-là à l'école. Je faisais des cours du soir avec une artiste locale. Donc, je me voyais vraiment artiste. Puis je me souviens aussi que j'avais une amie, quand je suis arrivée au secondaire, j'avais une amie dont la grande sœur était à l'UQAM en art visuel. Puis c'était, pour moi, là, c'était la personne la plus cool du monde. Elle avait les cheveux mauves, elle avait des piercings, mais dans le temps, c'était pas encore... in, là, tu sais, fait que c'est wow! Fait que je pense que ça m'a amené tranquillement vers les arts visuels, puis c'est à travers mes études que j'ai dérivé vers la photo. Ouais. Puis est-ce qu'il y avait d'autres artistes? Est-ce qu'il y a des artistes dans ta famille? Sinon, tes parents, ils étaient dans quel milieu, dans quel domaine? Mon père est agriculteur. Par contre, il adore la sculpture et les arts et il m'a toujours traîné dans des musées, dans des galeries. Puis lui-même faisait de la sculpture pour le plaisir. Puis ensemble, quand j'étais petite, on sculptait des noyaux d'avocat, des choses comme ça. Sinon, j'ai un oncle qui est sculpteur, qui est décédé aujourd'hui. Oui, quand même. Puis mon enseignante d'art visuel, dont je vous parlais, Margot Mirette, c'était une bonne amie de la famille, de mes parents. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes, oui, qui gravitaient autour de nous. Tu avais des modèles. Oui. Tu nous as parlé que tu avais étudié à Londres. Combien d'années ou combien de temps? 2 ans? Mm-hmm. Puis ces années-là, ça ressemblait à quoi? Bien, ces années-là, j'étais sur la route la majeure partie du temps. Au début, j'ai passé 6 mois à Haida Gwaii, qui s'appelait avant les îles de la Reine-Charlotte.
Donc, c'est une communauté autochtone dans le Pacifique. Ça appartient à la Colombie-Britannique, mais c'est proche de l'Alaska. Fait que j'ai passé 6 mois là avec J'étais très, très, très intéressée par les causes autochtones, surtout parce que j'arrivais justement du Nunavut, puis j'avais comme été confrontée à cette réalité-là. Fait que je voulais en savoir plus. Fait que j'ai passé 6 mois. Ensuite, je suis partie en Amazonie. Non, je suis pas partie en Amazonie. Je suis partie au Chili parce que je m'étais dit, en Argentine avant, je m'étais dit, je vais faire mon projet de maîtrise sur le Grand Nord et le Grand Sud. Tu sais, mettons, comparer les Autochtones du Grand Nord avec les Autochtones du Grand Sud. Fait que j'étais partie en Argentine. Puis, j'ai été dans le sud de l'Argentine, mais il y avait plus vraiment de communauté autochtone. Fait que je pataugeais, je savais pas sur quoi j'allais faire mon projet. Puis j'ai rencontré un gars, et c'était un Colombien. Puis là, on est... Finalement, on a dit, OK, on va voyager un petit peu ensemble, on va aller au Chili, puis après, moi, je vais repartir en Argentine, puis parce que lui devait rentrer pour ses études en Colombie. Fait que là, on est parti sur le pouce, on a fait le Chili, le rendu au Chili, c'est OK, là, on fait la Bolivie, là, on fait le Pérou, jusqu'à ce que je me retrouve en Colombie. Et là, j'avais trouvé sur, je pense que c'était Couchsurfing, en tout cas, un petit, quelqu'un qui voulait faire un stage de photographie en Amazonie. Fait que je suis partie en Amazonie colombienne. Et quand je suis arrivée en Amazonie, j'ai dit, oh wow, le contraire de l'Arctique, c'est pas l'Antarctique. Le contraire de l'Arctique, c'est l'Amazonie. Fait que je suis restée là 1 an et quelques pour travailler sur des projets concernant la situation là-bas. Donc, tes années à Londres n'étaient pas à Londres, finalement. Exactement. OK. Sinon, dans les voyages, c'est quel le voyage le plus marquant, le pays ou une rencontre que tu as faite pendant tous ces voyages-là? Bien, je pense que, j'en ai parlé déjà des 3, je pense que les plus marquants, ça a été le Nunavut, Haida Gwaii et l'Amazonie. Puis je pense que c'est peut-être en grande partie parce que ce sont des endroits où la nature est vierge. C'est vraiment très, très impressionnant d'être complètement à la merci là, des éléments. Aussi parce que les cultures autochtones sont encore très présentes à ces endroits-là. Je pense que ça a été... c'est sur un contact très profond avec les gens puis avec la nature là-bas. Ça m'a beaucoup marqué. Mais j'ai évidemment d'autres voyages qui m'ont marqué. L'Italie m'a marqué. J'ai habité en Italie. J'adorais la langue. Mais tu sais, c'est plus le côté... l'Italie, le côté hédoniste, la bonne bouffe, le bon lieu de vivre, le vin, etc. Mais vraiment, là, ceux qui sont venus me toucher le plus profondément, c'est les 3 que j'ai nommés. Aujourd'hui, tu as encore un manque de voyager ou tu as comme voyagé assez ou on n'a jamais voyagé assez, je pense, mais tu sais, avec tout ce que tu nous contes, tu en as vu du pays comme pour plus que bien du monde, là? Bien, je dirais que je suis de plus en plus sédentaire. J'ai fait le dernier grand projet que j'ai fait en photographie, c'était sur les zones bleues. Donc, c'est sur les zones où on a la plus grande espérance de vie. Donc, pour ce projet-là, j'ai voyagé dans les dernières années. Bien, juste avant la pandémie, je suis revenue, en fait, quand j'ai voyagé en Grèce, en Italie, au Costa Rica, au Japon et en Californie. Puis, c'est vrai que j'ai adoré mes voyages, j'ai trouvé ça super intéressant, mais j'étais contente de rentrer. Mais c'est ça, on dirait que tu es rendue ailleurs, je pense. Oui, c'est ça. Le nomade a plus pris le bord, puis le côté sédentaire, enracinement a pris le dessus. Oui. Je me suis acheté une maison. Déjà, je peux plus partir comme je veux. J'ai un chum depuis plusieurs années. J'ai un chien. Ah, ça! Comment tu veux partir quand t'as un chien? Tu peux même pas partir 12 heures, là, tu sais. Ouais. Fait que ma vie a complètement changé. Mais quand même, tu sais, c'est important pour moi d'avoir la liberté de faire des projets si ça donne à l'étranger. Puis, tu sais, j'ai négocié ça avec mon chum. Mettons, quand on a acheté une maison, j'ai dit, je veux quand même avoir le droit de dire, pour tel ou tel projet, je pars pour 2-3 semaines ou faire une résidence d'artiste pour un mois. Puis, c'est quand même important pour moi, tu sais, d'avoir un peu le droit de continuer de découvrir le monde. Cet espace-là. Oui. Puis tes derniers voyages là, sur le zone bleue. Oui. Les zones bleues, peux-tu nous donner quelques hints sur qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va donner une exposition? Est-ce que c'est... Ça va donner un livre qui sort dans les prochains jours. Ah oui? Oui. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle « Comment vivre sans temps ». Okay. Et c'est un livre photo que j'ai lancé hier sur Ulule, oui. Okay. C'est sociofinancement, crowdfunding. Oui. Comme ça, les gens peuvent l'acheter en pré-vente.
Et j'espère que ça va donner une exposition cet été. Je travaille sur les demandes de financement là, par rapport à ça. Puis est-ce que c'est encore portraits et témoignages? Oui. Puis qu'est-ce qui ressort des témoignages, justement? Ben, ça, je voulais en parler justement parce que c'est super drôle. Là-dedans, ils donnent toutes leurs recettes de longévité un peu. Hein? Oui! Ben, Qu'est-ce qui ressort? Ben, c'est ça, c'est pas tout le temps la même affaire. Fait que là, tu te dis, OK, je choisis quelle là-dedans. qu'est-ce Moi, qui fait si ton je vais affaire? essayer de vivre longtemps, ben, c'est ça, exactement. C'est ça, ce qui ressort, c'est qu'il n'y a pas une recette, il y a des recettes. Peut-être ce qui est vraiment universel aux 5 zones bleues, c'est l'esprit de communauté, l'esprit de communautaire, l'importance de tisser des liens et de cultiver ces liens avec ses proches. Ça, je le vois partout, que ce soit avec les membres de son église, les membres de sa famille, les amis avec qui tu joues au quilles, etc., etc. Mais vraiment d'avoir des liens serrés, ça, c'est... Je l'ai retrouvé beaucoup. C'est flagrant dans les 5 zones bleues. Sinon, ben, il y a des grandes différences. Exemple, une que je raconte souvent, c'est en Californie, c'est les gens qui vivent longtemps, c'est des adventistes du 7e jour. Donc, c'est une communauté religieuse. Et eux ne boivent pas d'alcool, ne fument pas de tabac, ne prennent même pas de thé, pas de viande. La plupart même sont véganes. Il y en a qui sont véganes, il y en a qui sont végétariens. Extrêmement religieux, des idées quand même assez conservatrices sur toutes sortes de choses, comme il n'y a pas de femmes qui sont pasteurs, on va dire, ou prêtres, ou sur le rôle de la femme dans la société. Bon, fait que ils ont ce genre de mode de vie-là. Puis à l'opposé, en Grèce, on retrouve des gens qui sont toujours ou presque sous, qui fument la cigarette, croyez-le ou non, qui se vantent, mais sans arrêt, les aînés, de faire l'amour comme des petits jeunes de 20 ans. C'est toujours la fête, c'est toujours la consommation de toutes sortes de choses. C'est vraiment la nourriture, apprécier la nourriture parce que c'est bon, ils sont hyper hédonistes. C'est vraiment le jour et la nuit, ces deux communautés-là. Puis ils obtiennent le même résultat qui est celui de la longévité. C'est intéressant. Fait que finalement, c'est dans l'air qu'on respire. Il y en a qui disent que c'est dans l'air qu'on respire. Ben ça, c'est comme, c'est intéressant que ça sorte comme élément. Là. Je pense qu'il y a plusieurs études. Il y avait une étude d'Harvard aussi qui avait comme sorti sur comment être heureux. C'est beaucoup le lien avec la collectivité, la communauté. Puis dans un contexte où on a plusieurs... la population est vieillissante, il y a de plus en plus de solitude et de gens qui souffrent de solitude. Je pense que ça vient comme en contraste, puis tu sais, comme il y a possiblement des choses à mettre en place pour limiter la solitude des gens, des personnes âgées principalement, qui est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Oui, absolument. Est-ce que les gens que tu as rencontrés sur le terrain ici au Québec t'ont parlé un peu de solitude ou c'était des gens qui étaient bien entourés, la majorité... Ça dépend parce que, tu vois, j'ai fait des photos dans toutes sortes de contextes au Québec, dont dans des CHSLD. J'ai rencontré des gens très, très, très seuls, très démunis. D'autres dans des centres pour personnes âgées, disons, privés de luxe, où c'est quasiment un club med, un hôtel, tout ça. Donc, ça dépend d'un endroit à l'autre. Puis aussi, ben, les gens, ça dépend de leur contexte, puis ça dépend certainement de leur attitude. Tu sais, quand tu... Quand tu es déprimé, quand tu te replies sur toi-même, mais c'est sûr que ça donne pas envie aux autres d'aller vers toi. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais j'ai vu beaucoup de solitude au Québec, mais j'ai aussi vu des gens très, très bien entourés qui profitent de leur âge d'or. Là. Comment tu as fait pour entrer dans les CHSLD? Par quelle porte t'es rentrée? T'as-tu été invitée ou tu t'es présentée? J'ai été selon... en fait, j'ai toujours été invitée, soit par la personne âgée elle-même ou par les membres de sa famille. Souvent, c'est les enfants qui m'ont invitée à aller prendre des photos ou à les rencontrer comme les centenaires. C'était souvent dans les CHSLD. Et moi, ma grand-mère était dans un CHSLD à la fin de sa vie. Fait que j'ai rencontré aussi des gens autour d'elle. C'est ça, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient dans les CHSLD. Puis c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus positif, là. Mais tu as été vraiment inspirée par ta grand-mère aussi. Beaucoup, beaucoup. C'était une personne qui a marqué ta vie ou... Peux-tu nous en parler? Moi, je ne savais pas ça. Mais ma grand-mère, d'abord, elle s'appelait Perle. Oh, c'est beau. C'est un beau nom. Ouais.
Oui, ma grand-mère, j'étais très proche d'elle. Je me suis fait beaucoup garder par ma grand-mère quand j'étais petite. Quand j'étais après au secondaire, j'allais dîner avec elle le midi plutôt que dîner à la cafétéria de l'école. J'ai toujours été super proche. Et ma grand-mère, c'est une femme très positive qui m'a enseigné à être positive. Elle disait toujours... c'est comme les mêmes formules, on va se faire une belle vie, on va prendre soin les uns des autres, on va s'aimer, on va juste voir le beau, on va focusser sur le beau. Puis, tu sais, elle m'écrivait ça sur des petits mots, elle collait ça sur ses armoires. Puis là, je me le fais encore aujourd'hui. Justement, dans ma forêt enchantée, là, j'ai des petites citations de ma grand-maman pour me rappeler, OK, on va focusser sur ce qui est positif. Fait que je pense que ma grand-mère avait une très bonne attitude. Les dernières années de sa vie ont été difficiles pour elle parce qu'elle était malade et elle pouvait pas rester à la maison. Elle aurait voulu rester à la maison, puis elle était en CHSLD. Puis ça, je pense que ça a été le pire bout, là. Mais disons, avant d'être affaiblie par la maladie, elle a toujours été extrêmement active, elle a toujours fait bien attention à ce qu'elle mange, bien attention à ses proches. Elle avait pas mal la recette. Mm-hmm. La recette qu'on parlait tantôt de communauté, finalement. Oui, du bonheur. Oui. Elle, c'était la famille, tu sais. Sa communauté, c'était la famille. Aider un, aider l'autre. Je pense qu'elle aimait pas beaucoup ça, se faire prendre en photo. Non. Ma grand-mère se trouvait laide et on n'a jamais eu le droit de la prendre en photo dans la famille, là, ce qui est quasiment sous peine de se faire arracher la tête. Fait que quand on la prenait en photo, c'était comme de dos, semi-profil, mais il fallait pas qu'elle s'en rende compte parce qu'elle se choquait. Donc, malheureusement, on n'a pas beaucoup de photos d'elle. Y a-t-il d'autres personnes comme ça qui t'ont inspiré, mais comme dans les personnes, tes rencontres humaines, personnelles, qui ont marqué ton trajet? Tu veux dire quand j'étais petite ou, oui, ou à travers mon travail? Ouais. Non, petite, plus humainement, là, toute ta trajectoire. Il y a certainement Christiane, qui est la blonde de mon père, qui je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais elle aussi est artiste, elle travaille au Théâtre de la Dame de Cœur, ils font des marionnettes. Et puis, elle m'a énormément influencée. Avec Christiane, par exemple, l'Halloween, c'était un événement. Et on passait des jours et des jours et des jours et des jours à travailler, tu sais, sur mon costume. Puis, c'est sûr que je gagnais le premier prix. Puis, tu sais, une fois, il y avait un concours de décoration de vélo. Fait que là, décore le vélo encore pendant des jours. Là, j'avais gagné le premier prix qui était un vélo. Tu sais, j'ai été beaucoup encouragée artistiquement. Par cette femme-là. Puis aussi, elle a une très belle personnalité, très chaleureuse, très aimante, très encourageante. Donc, je pense qu'elle m'a influencée positivement, Christiane. Et encore aujourd'hui, on est super proches, super amis. Merci de ta générosité et du temps que tu as passé avec nous autres. Vraiment, c'était une belle rencontre. Oui. Merci à vous. Merci.